Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de février. Et du coup dans cette vidéo j'aurai 6 ouvrages à vous présenter, dont en fait 3 romans, un recueil de nouvelles et 2 bandes dessinées ou romans graphiques. Du coup, dans cette update lecture, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Caraval de Stéphanie Garber. Je suis pas trop sûre de la prononciation. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Je te donne de Baptiste Beaulieu, Martin Winkler et Agnès Ledigue. Puis ce sera au tour de Calamité, le tome 3 de la série Cœur d'acier de Brandon Sanderson. Enfin, je terminerai sur les romans avec ma lecture de Givre de Jean Vigne. Et on passera ensuite aux romans graphiques et BD avec 2 titres qui m'ont beaucoup plu. Tout d'abord Séjours qui disparaissent de Timothée Le Boucher et ensuite ma lecture du tome 1 de La boîte à musique de Carbone et Guigé, pareil, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup, je vais attaquer tout de suite avec ma lecture de Caraval de Stéphanie Garber. Je suis désolée, je ne l'ai plus en ma possession, tout simplement parce que je l'ai revendu, même si ça a été une bonne lecture, je ne l'ai pas gardé pour autant. Du coup, Caraval, c'est un roman qui est pas mal fait parler de lui et je l'avais dans ma pelle depuis quelques temps déjà, mais je m'étais toujours pas lancée et je me suis dit qu'il serait enfin temps, d'autant plus que c'était écrit assez gros, donc je trouvais ça plutôt adapté pour un week-end à Lille et c'est dans ce cadre-là que je l'ai lu. Et en effet, vraiment, ça a été une lecture qui m'a complètement happée, dans laquelle je suis rentrée très facilement et qui se lisait vraiment toute seule. Du côté de l'histoire, en fait, on suit une jeune femme qui s'appelle... je ne sais plus comment, j'ai oublié son prénom. On suit une jeune femme et en fait elle doit se marier avec un homme, avec une sorte de baron ou quelque chose comme ça, mais elle a pas très envie, enfin c'est pas qu'elle a envie de se marier avec lui parce qu'elle a surtout envie en fait de quitter l'île sur laquelle elle vit avec son père qui est plutôt tyrannique et elle espère en même temps pouvoir emmener sa sœur avec elle pour pouvoir également la sortir du joug de son père. Et en fait elle a également un souhait depuis toujours, à savoir qu'elle rêve d'aller à Caraval. Caraval c'est une sorte de grand cirque, en même temps c'est un jeu, enfin voilà, avec un monde vraiment plein d'illusions, qui est dirigé par un certain Légende et du coup depuis toujours elle envoie des lettres à Légende pour espérer qu'ils viennent sur leur île. Ce qui n'arrive pas, sauf que juste avant leur mariage, elle va recevoir, enfin juste avant son mariage qui est prévu, elle va recevoir 2 invitations, donc 3 invitations pour Caraval, à savoir une pour elle, une pour sa sœur et une pour son fiancé. Elle va donc décider d'aller à Caraval, et sauf qu'elles ne vont pas y aller avec le fiancé, mais avec un autre garçon qui va plus ou moins se faire passer pour son fiancé, et du coup là-dedans elles vont rentrer vraiment dans cet univers très particulier de Caraval, et pour moi c'est vraiment la force de ce roman. Il faut dire que j'adore les romans qui traitent de ce genre de sujet et avec ce genre d'ambiance à l'intérieur. On est vraiment sur de l'illusion et un jeu grandeur nature, on pourrait se croire un peu dans une sorte de Alice au pays des merveilles, dans le sens où on se demande si tout n'est pas de la folie et où il y a plein de choses complètement aberrantes qui se passent dedans et qui défient la logique. Donc voilà, il y avait un petit côté là-dedans, c'est un mélange entre ça et un cirque et un numéro de prestidigitation, enfin bref voilà. Au niveau de l'ambiance, vraiment j'ai beaucoup aimé, et je dois dire en plus de ça que l'héroïne a vraiment su m'attacher, même si j'ai bien vu qu'elle possédait quelques travers de personnage young adult. Elle tombe amoureuse très rapidement, c'est tout de suite une très grande histoire d'amour, enfin bref voilà. Il y avait quelques petites choses comme ça chez elle qui auraient pu vraiment me déplaire, mais bizarrement c'est bien passé. Donc voilà, mais je dois dire que pour moi c'est vraiment avant tout l'ambiance du roman qui m'a porté. C'est un roman qui approche des 500 pages, mais il se lit vraiment très facilement et très rapidement. Concernant la fin, sans du tout vous spoiler, en gros on a une fin de l'histoire qui était en cours, par contre on a des pistes pour la suite, et c'est d'ailleurs le premier tome d'une série, le second tome est déjà sorti en VO. Je sais pas si je lirai le second tome parce que les pistes amenées pour le second tome me tentent un petit peu moins, et que pour ma part j'ai eu l'impression d'avoir, j'ai eu le sentiment d'avoir la fin de l'histoire que j'étais en train de lire. Du coup voilà, mais en tout cas ça a été plutôt une bonne lecture et une bonne surprise pour moi. Je suis contente de m'être enfin lancée dedans et je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite j'ai donc lu, toujours dans le cadre du week-end à 1000, je me suis enfin lu Je te donne de Baptiste Beaulieu, Martin Winkler et Agnès Ledigue, qui était un petit recueil de nouvelles qui fait 60 pages, c'est vraiment très court, qui avait été publié au profit donc, de l'EFS, donc l'établissement français du sang, qui collecte tous les dons de sang qui se font en France. Et du coup voilà, c'était un petit recueil de nouvelles autour du don du sang, ou globalement c'est autour du don du sang.
Et donc c'est écrit par 3 auteurs qui sont tous les 3 initialement dans le corps médical ou qui exercent encore. Baptiste Beaulieu est médecin généraliste, Martin Winkler est également médecin et je crois qu'il exerce, oui, médecin généraliste aussi, et il exerce encore, et Agnès Ledig, quant à elle, était sage-femme, elle a cessé d'exercer. Donc voilà, du coup on a vraiment leur point de vue à eux en tant que médecin. Du coup c'est des nouvelles qui sont assez différentes les unes des autres, mais pour ma part j'ai vraiment bien aimé. Et voilà. Du coup, si vous pouvez vous mettre la main dessus, je vous le recommande, et d'autant plus si vous aimez bien ces auteurs-là, vous retrouverez leur écriture. Ensuite, j'ai donc lu Calamité, le tome 3 de la série Cœur d'acier de Brandon Sanderson. Je pense qu'il n'est plus la peine que je vous précise à quel point j'aime Brandon Sanderson et à quel point j'aime ses écrits. C'est pour moi vraiment mon auteur d'imaginaire préféré, et je suis extrêmement fan de ce qu'il écrit, principalement en fantasy. Ici on n'est pas sur de la fantasy, on est sur du post-apocalyptique qui pourrait être classé en adolescent, même si en général il est plutôt dans les rayons de littérature générale, mais enfin bref, littérature d'imaginaire plutôt adulte, mais il pourrait tout à fait être en adolescent de mon point de vue. Donc ici on est sur un 3e et dernier tome de série, du coup je ne vais pas vous parler spécialement de l'histoire de ce tome 3, j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Au niveau du tome 1, en fait on découvrait David Charleston, qui est un jeune homme dont le père a été tué par Cœur d'acier. En fait ce qui s'est passé, c'est que donc ça se passe aux États-Unis et il y a une sorte d'étoile rouge qui est descendue au-dessus des États-Unis, et suite à cette étoile rouge il y a différentes personnes qui ont commencé à contracter certains pouvoirs et qui sont donc devenus des épiques, les épiques sont classés en différentes catégories, et en gros il y a des grands épiques qui ont décidé de régner sur les grandes villes, et globalement ils sèment la terreur sur les grandes villes. David Charleston, au début du tome 1, il est à New Chicago, donc on suppose que c'est Chicago dans le futur, et donc c'est Cœur d'acier qui règne sur la ville. Cœur d'acier peut changer toute la ville en acier, et c'est ce qu'il a fait. Et du coup voilà, il règne un peu en tyran sur la ville. Et David Charleston souhaite absolument tuer Cœur d'acier, tout simplement parce que Cœur d'acier a tué son père. Et du coup voilà, il veut se venger de lui. Pour ça, il étudie à fond les épiques, il est vraiment passionné par ça, et il cherche à tout prix à découvrir leurs faiblesses pour pouvoir réussir à les affronter. Il espère également rejoindre un groupe qui s'appelle les Redresseurs et qui sont connus pour combattre les épiques. Donc voilà, on suivait un peu toute cette histoire-là dans le tome 1, dans le tome 2 également, même s'il changeait de ville. Et pour le tome 3, à nouveau, l'équipe est dans une ville différente. Qui est sous la régence de plusieurs épiques, mais voilà, je peux pas trop vous en dire pour ce tome là en particulier. En tout cas c'est une série post-apo qui est vraiment très dynamique, dans laquelle il y a toujours plein de surprises, et c'est le cas jusque dans ce dernier tome. Il y a également beaucoup d'humour, David Charleston fait plein de comparaisons bizarres et de jeux de mots, donc voilà, c'est vraiment une équipe qui est très sympa à suivre. Pour ma part, voilà, j'ai beaucoup aimé à nouveau ce tome 3. Ma préférence va pour le tome 2 par rapport à certains thèmes qui étaient abordés dedans, et par rapport aux épiques aussi qu'il y avait dedans. Je trouvais leur pouvoir vachement intéressant. Donc voilà, du coup, en tout cas ça reste pour moi vraiment une très très bonne fin de trilogie. C'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur à l'idée de me dire que c'en est fini pour les aventures de David, Meghan et compagnie. Mais bon, voilà. Après, Sanderson a déjà écrit une nouvelle qui est dans le même univers, qui s'appelle Mitosis. Je ne sais pas si elle sera traduite en français, et a priori il va se lancer, enfin il est en train de se lancer dans une nouvelle série qui devrait se passer dans le même univers, mais sûrement pas avec les mêmes personnages. Bon voilà, j'espère également que ce sera traduit, parce que c'est un univers que j'aime vraiment bien, même si c'est pas, comme je disais, c'est pas ce que je préfère dans ce qu'a écrit Sanderson. Mais en tout cas voilà, ça a été pour moi vraiment de très bonnes lectures, c'est plutôt accessible, donc vraiment je vous recommande la découverte. Et j'ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, pour terminer avec les romans, j'ai donc lu le tome 1 de Givre de Jean Vigne aux éditions du Petit Caveau. Pour ma part, je l'ai lu en format numérique, du coup j'ai lu les deux parties, enfin les parties 1, Kill Them All, et la partie 2 qui s'appelle Renaissance, je crois. Puisqu'en fait, ça a été publié donc initialement en numérique,
Il y a pour l'instant 3 épisodes publiés et ça a été publié ensuite en format papier. Pour le format papier, ils ont regroupé les 2 premiers. Du coup voilà, j'ai lu les 2 premiers, donc l'équivalent du tome 1 en papier, tout simplement parce que c'est un livre qui fait partie de la présélection pour le PLIB 2018, comme c'était le cas pour Caraval. Et du coup, voilà, c'est un roman que j'avais envie de découvrir afin de savoir si j'allais ou non voter pour lui. D'autant plus que c'est un roman qui a quand même pas mal fait parler de lui et j'ai vu passer pas mal de bons avis dessus, comme sur d'ailleurs ce qui est écrit de manière générale Jean Vigne. Je dois dire que pour ma part, je suis sortie de ce roman avec un avis un petit peu mitigé. Bon, déjà de base, je suis pas super fan du vampire et c'est ce dont parle ce roman. De toute façon, les éditions du Petit Caveau sont spécialisées en vampires, donc on peut s'y attendre. Mais voilà, en fait, ça va parler de vampires qui envahissent le Paris de l'époque actuelle et nous, on suit une jeune sergente de... je sais plus exactement son grade, qui est dans la police de Paris et qui va donc être... chargée de cette enquête avec une équipe qui va monter autour d'elle. Mais voilà, pour moi c'est vrai que les vampires c'est pas forcément un thème qui m'intéresse beaucoup et en dehors de ça, même si j'ai trouvé que ça se lisait plutôt bien, à l'exception du début du tome 1 que j'avais trouvé un peu lent, mais ensuite sinon ça se lisait vraiment facilement, c'était fluide, enfin voilà, assez entraînant et bien rythmé. Je dois dire que bon, il y a quand même certains petits éléments que je voyais venir et que j'ai trouvé que pour l'instant, de ce que j'ai lu, on reste vraiment en superficie du sujet, on creuse pas beaucoup et ça reste quand même encore un peu introductif. Du coup, voilà, je suis pas vraiment sûre de continuer la série, je trouvais ça plutôt sympa, mais sans plus. Et je lui ai mis la note de 14 sur 20. Après voilà, si les vampires ça vous botte et si l'histoire vous tente, on est dans quelque chose d'assez rock avec la femme qu'on suit et quelqu'un d'assez fort en caractère, enfin voilà, et bien pourquoi pas vous lancer, mais c'est vrai que voilà, pour ma part ça m'a pas complètement convaincue. Et ensuite, donc je vais terminer avec le graphique et on va commencer tout de suite avec Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. C'était une BD qui était en compétition pour le Festival d'Avignon et qui était bien appréciée, mais finalement elle n'a pas remporté de prix. Et moi je l'avais vu passer pour ma part sur la chaîne sur le compte Instagram plus précisément de Trekkie au départ et ça m'avait donné très envie de le lire et ensuite j'avais vu plein d'excellents avis dessus. En fait dans Ces jours qui disparaissent on va suivre ce jeune garçon qui s'appelle Lubin et en fait il se réveille certains jours et il se rend compte que qu'il a sauté une journée en quelque sorte. Donc voilà, il fait sa journée du lundi par exemple et il s'endort le soir et quand il se réveille il se rend compte qu'on est mercredi. Sauf que pour autant apparemment son corps en tout cas a vécu la journée entre les deux. Il a fait des choses entre les deux, il n'a pas juste dormi pendant très longtemps. Du coup il s'interroge beaucoup là-dessus, il essaye de comprendre ce qui se passe. Et essayer d'entrer même en contact avec cette autre personne qui a l'air de vivre ses jours à sa place. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais pour moi ça a vraiment été une très belle découverte et même un coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu vraiment de coup de cœur, ça faisait à peu près 1 an et demi et en BD ou graphique c'était jamais arrivé tout simplement. Mais vraiment voilà, pour moi ça a été une magnifique découverte. On est quand même sur un roman graphique donc c'est un tome unique mais qui fait presque 200 pages. Les graphismes sont absolument superbes, enfin vraiment j'adore pour ma part. Il y a de très belles couleurs et les dessins sont assez simples mais je trouve très jolis. En plus de ça, Lubin est acrobate dans un cirque donc voilà, il y a aussi cet univers là que j'aime beaucoup. Et voilà, tout ce que ça cache, cette histoire de jours qui disparaissent, ça cache une histoire qui est vraiment très belle, qui est vraiment très forte. Je suis sortie du roman complètement en larmes et très bouleversée par ce que j'avais lu. Donc voilà, vraiment, pour moi ça a été une excellente découverte, un très beau coup de cœur et je vous le recommande mais 1000 fois, mais en prévoyant peut-être des mouchoirs. Et pour la seconde BD, il s'agit donc du tome 1 de La boîte à musique. Bienvenue à Pandorian de JG, je sais toujours pas comment ça se prononce, et Carbone. Donc celle-ci je l'avais pas mal vu passer, pour le coup ici on est vraiment sur de la BD jeunesse un peu plus classique qui fait donc une 50aine de pages. C'est un tome 1 et pour l'instant il n'y a que ça qui est sorti, il est sorti assez récemment et je l'avais pas mal vu passer. Et je dois dire que ce qui m'a... la couverture m'a complètement captivée et les planches à l'intérieur aussi. Pour vous montrer, je trouve que les dessins sont absolument magnifiques, ils sont super colorés, ils sont super doux. J'aime vraiment beaucoup les dessins. Et du coup, voilà, j'étais très curieuse de la découvrir.
J'ai beaucoup aimé l'histoire, on est sur une histoire qui est vraiment toute douce dans laquelle on suit donc Nola, cette petite fille qui a perdu sa maman et en fait elle va recevoir en héritage de sa maman une boule qui est comme une sorte de boule à neige en fait, sauf qu'en fait elle va découvrir qu'il y a un monde dans la boule à neige et qu'elle peut donc rentrer à l'intérieur et vivre des aventures. Et c'est ce qui va se passer ici, donc on est vraiment sur quelque chose d'introductif où on a la découverte de ce monde-là, la découverte de la vie de Nola. Mais en tout cas pour ma part ça m'a beaucoup attachée, j'ai trouvé ça super mignon et j'ai très envie de découvrir la suite, donc je l'achèterai et je la lirai avec grand plaisir. Et du coup j'ai mis la note de 17/20. Sur ce, j'en ai donc terminé avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles lectures. Salut!